La lumière de la fin d'après-midi filtrait à travers les grandes verrières de l'ancien entrepôt reconverti en atelier, baignant la pièce d'une lueur dorée et mélancolique. L'air y était lourd, imprégné du parfum familier et réconfortant de l'huile de lin, de la térébenthine et du bois vieilli. Au centre de ce sanctuaire de création, Élise se tenait debout, une main délicatement posée sur le bord d'une grande toile, l'autre tenant un pinceau fin comme un souffle. Ses doigts, légèrement tachés de pigments de sienne et d'outre-mer, bougeaient avec une précision acquise par des années de silence et de concentration. Elle ne peignait pas simplement, elle réparait. Spécialisée dans la restauration d'œuvres d'art anciennes et endommagées, elle passait ses journées à recoudre les blessures du passé, à redonner vie à ce qui avait été oublié ou brisé par le temps. C'était une métaphore poétique de sa propre existence, une réalité qu'elle acceptait avec une douceur résignée. Il y a des blessures que l'on ne peut pas effacer d'un coup de pinceau, des fissures de l'âme humaine qui demandent plus que du vernis pour cesser de faire mal. Avez-vous déjà ressenti cette paix fragile, cette tranquillité que l'on construit brique par brique après que notre monde entier se soit effondré? C'est un équilibre délicat. On s'y accroche, on le protège, et parfois, on finit même par croire que le passé est définitivement resté derrière la porte. Le son sec et métallique de la cloche d'entrée brisa le silence de l'atelier, faisant sursauter Élise. Elle posa lentement son pinceau, essuya ses mains sur un chiffon en coton usé qu'elle gardait toujours glissé dans la poche de son tablier, et se dirigea vers la porte. Son souffle était calme, ses pas mesurés. À travers la vitre dépolie, elle devinait la silhouette rigide d'un coursier. Lorsqu'elle ouvrit, l'homme en uniforme noir, impeccable et impersonnel, lui tendit un paquet sans un sourire. Ce n'était pas un simple colis postal. C'était une boîte carrée, lourde, recouverte d'un velours noir profond, fermée par un ruban de soie argenté. Le contraste entre cet objet d'un luxe ostentatoire et l'authenticité brute de son atelier était saisissant, presque agressif. Élise fronça légèrement les sourcils. Elle signa le bordereau électronique de l'homme, ses doigts effleurant machinalement l'écran froid. Dès l'instant où la boîte reposa entre ses mains, elle sentit une dissonance. Un frisson imperceptible, froid et aigu, remonta le long de sa colonne vertébrale. C'était instinctif. Son corps semblait savoir, avant même que son esprit ne comprenne, que cet objet noir n'apportait rien de bon. Elle referma la porte, le clic de la serrure résonnant curieusement fort dans l'immensité de l'atelier. Elle marcha vers sa grande table de travail en chêne massif, y déposant la boîte avec une précaution presque craintive. Elle resta là, immobile pendant de longues minutes, à fixer l'objet. La lumière dorée du soleil, déclinant, frappait le velours, révélant une absence totale de poussière, une perfection stérile. Pourquoi avons-nous parfois si peur d'ouvrir ce qui nous est adressé? Souvent, ce n'est pas le contenu physique qui nous effraie, mais la confirmation d'une vérité que l'on redoutait. Le cœur d'Élise commença à battre d'une manière différente. Un rythme plus lourd, plus lent, un écho sourd contre ses côtes. Avec des gestes lents, presque mécaniques, elle tira sur l'extrémité du ruban de soie argenté. Le nœud se défit avec un murmure fluide. Elle souleva le couvercle de la boîte. À l'intérieur, nichée dans un nid de papier de soie immaculé, reposait une enveloppe d'un papier crème, si épais qu'il ressemblait presque à du cuir fin. Sur le devant, une calligraphie élégante, tracée à l'encre noire, indiquait simplement « Mademoiselle Élise Moreau ». Rien de plus. Pas d'adresse, pas d'expéditeur. Mais la forme des lettres, l'inclinaison subtile du « M » majuscule. Le souffle d'Élise se bloqua net dans sa gorge. Ses yeux s'agrandirent, et une douleur vive, comme une aiguille de glace, perça le centre de sa poitrine. Elle connaissait cette écriture.
Elle l'aurait reconnu entre mille, même les yeux fermés, même au bout du monde. Elle avait passé des heures, jadis, à caresser ces mêmes lettres sur des billets doux griffonnés à la hâte sur des coins de table, à l'époque où tout était simple, à l'époque où ils n'avaient rien d'autre que l'un l'autre. Julien. Le nom résonna dans son esprit, non pas comme un doux souvenir, mais comme un glas. 5 années, 5 longues années de silence absolu, de nuits sans sommeil, de larmes séchées sur des oreillers solitaires et d'un lent, douloureux processus de reconstruction. 5 ans depuis qu'il l'avait regardée avec des yeux froids, comme des lames d'acier, depuis qu'il l'avait effacée de sa vie, la laissant seule dans les décombres de ce qu'ils avaient été. Les mains d'Élise se mirent à trembler, d'un tremblement fin, impossible à réprimer. Elle glissa un ongle sous le seau de cire argenté qui fermait l'enveloppe. Il se brisa avec un petit craquement sec, libérant soudain une odeur. Ce fut le coup de grâce, une fragrance masculine, complexe, un mélange de bois de santal, de vétiver et d'une pointe d'agrumes. Le parfum de Julien. Il l'avait délibérément vaporisé sur le papier. L'odeur la frappa de plein fouet, la ramenant brusquement en arrière, l'enveloppant dans un tourbillon de souvenirs sensoriels d'une violence inouïe. La chaleur de sa peau, le son de son rire grave contre son oreille, la sécurité illusoire de ses bras. Elle recula d'un pas, les genoux soudain faibles, heurtant doucement le bord de la table. Elle s'y appuya, fermant les yeux, luttant contre la vague de vertige qui menaçait de l'engloutir. Parfois, l'injustice de la mémoire est cruelle. Elle nous ramène à la beauté de ce que l'on a perdu juste avant de nous rappeler comment cela a été détruit. Ouvrant les yeux, elle tira le carton d'invitation. Les mots s'étalaient devant elle, gravés en lettres d'or, dans une police arrogante et classique. Monsieur et Madame Charles de la Vallière ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur fils, Julien de la Vallière, avec Mademoiselle Camille Desroches. Élise lut la phrase 1 fois, 2 fois, 3 fois. Son esprit semblait incapable, ou plutôt refusait, de traiter l'information. Julien, marié à Camille. Camille, la fille de l'associé majoritaire, l'héritière parfaite, celle que la famille de Julien avait toujours considérée comme appropriée, celle qui appartenait à leur monde de privilèges inaccessibles. Mais ce n'était pas l'annonce en elle-même qui fit vaciller le monde d'Élise. C'était ce qui accompagnait l'invitation. Glissé derrière le carton épais, se trouvait un petit bristol blanc. Un mot manuscrit. L'encre était noire, les traits incisifs. Élise sentit une larme brûlante piquer le coin de son œil, alors que son regard parcourait les mots écrits de la main de l'homme qu'elle avait le plus aimé au monde. Élise, j'espère que ton existence modeste te convient toujours autant. Je me marie la semaine prochaine. Je me suis dit que tu voudrais peut-être venir voir de tes propres yeux ce que tu as perdu, ce que tu n'as jamais eu le courage de garder. Il y aura une place, au fond, pour toi. Viens constater ma réussite. J. La cruauté de ces mots était si pure, si ciblée, qu'Élise laissa échapper un petit son brisé, un sanglot étouffé qui lui déchira la gorge. Le carton glissa de ses doigts tremblants et tomba sur le sol en bois avec un bruit mat. Elle porta ses mains à son visage, reculant encore jusqu'à ce que son dos heurte le mur de briques froides de l'atelier. Elle s'y laissa glisser lentement, s'asseyant sur le sol, ramenant ses genoux contre sa poitrine dans un geste de protection enfantin. Et là, dans la solitude de son refuge, la digue céda. Les larmes, contenues depuis si longtemps, dévalèrent sur ses joues. Elle pleura, non pas de manière bruyante, mais avec cette douleur silencieuse et profonde qui vous vide de l'intérieur. Elle pleurait l'injustice de cette attaque. Elle pleurait l'homme qu'elle avait connu, ce Julien passionné, idéaliste, qui n'aurait jamais écrit des mots si venimeux.
La richesse et l'amertume l'avaient transformé en un étranger, un homme cruel qui ressentait le besoin de l'humilier 5 ans plus tard, le jour même de l'apogée de sa vie sociale. Il y a une douleur particulière dans le fait d'être mal compris par la personne qui prétendait vous connaître par cœur. Julien la croyait faible. Il la croyait lâche. Il croyait qu'elle l'avait abandonné au moment où il avait tout perdu, au moment où la faillite menaçait son nom et son avenir. C'était l'histoire qu'il s'était racontée, la réalité qu'il avait construite pour nourrir sa colère et son ambition féroce. Mais vous et moi savons que les apparences cachent souvent les sacrifices les plus profonds. L'amour véritable ne se crie pas toujours sur les toits. Parfois, il se tait et prend le blâme pour sauver l'autre. Élise, assise sur le sol froid, se laissa submerger par l'injustice de la situation. Elle sentit le poids des secrets qu'elle portait peser sur ses épaules frêles. Pendant de longues minutes, seul le bruit de sa respiration irrégulière brisa le silence de l'atelier. La lumière dorée s'estompa progressivement, laissant place aux ombres douces du crépuscule. Puis, lentement, le rythme de ses sanglots commença à ralentir. L'épuisement émotionnel laissait place à autre chose, une étincelle, minuscule au début, presque imperceptible. Elle baissa les mains, ses paumes essuyant rudement l'humidité sur ses joues. Son regard, rougi mais singulièrement clair, se posa sur le petit Bristol blanc gisant sur le sol. « Ton existence modeste, ce que tu as perdu. » Élise prit une profonde inspiration. L'air, chargé de l'odeur de la térébenthine, emplit ses poumons, la ramenant à la réalité, à l'ici et maintenant. Elle ne ressentait plus seulement de la tristesse. Un sentiment nouveau s'insinuait en elle, brûlant le long de ses veines, chassant le froid de l'humiliation. C'était de la dignité. Une dignité pure, forgée dans le feu de l'épreuve. Elle se releva lentement, ses muscles raidis par la tension. Elle lissa machinalement l'avant de son tablier taché. Son regard balaya l'immensité de son atelier. Ce sanctuaire n'était pas un lieu d'exil. C'était son empire silencieux. Elle regarda la grande toile qu'elle restaurait sur le chevalet, une œuvre de maître d'une valeur inestimable, confiée à ses seuls soins par l'un des plus grands musées d'Europe. Elle regarda les chevalets couverts de ses propres créations, prêtes à être expédiées sous le pseudonyme de Eliane, l'artiste dont les œuvres s'arrachaient à prix d'or dans les galeries londoniennes et new-yorkaises. Julien croyait qu'elle avait fui dans la pauvreté, vaincue, écrasée par la puissance de sa famille qui l'avait rejetée. Il croyait qu'elle menait une vie misérable, rongeant son frein dans les regrets. Il l'avait invitée pour se délecter de sa défaite, pour lui jeter sa prétendue réussite au visage. Élise marcha jusqu'à la table, se baissa et ramassa le Bristol et l'invitation. Elle passa le pouce sur les lettres d'or. L'expression sur son visage, une toile vierge quelques minutes plus tôt, se transformait. La douleur s'effaçait, remplacée par une détermination tranquille, inébranlable. Elle repensa au regard hautain de la mère de Julien, aux menaces voilées de son père dans ce bureau lambrissé, 5 ans plus tôt. Elle repensa au document qu'elle avait signé, ce pacte avec le diable qui avait sauvé Julien de la ruine, au prix de sa propre réputation à ses yeux. Elle avait tout accepté en silence pour qu'il puisse survivre, pour qu'il puisse briller. Et aujourd'hui, cet homme qu'elle avait sauvé cherchait à la détruire une dernière fois. Avez-vous déjà franchi ce point de bascule? Ce moment précis où l'on cesse de se justifier intérieurement, où l'on réalise que rester dans l'ombre n'est plus un acte de préservation, mais une forme d'automutilation. Élise regarda l'invitation d'un œil nouveau. Ce n'était pas une insulte, c'était un défi, un appel inattendu à refermer le chapitre de la manière dont elle l'entendait. « Tu veux que je voie ce que j'ai perdu, Julien ?» murmura-t-elle dans l'espace vide de l'atelier, sa voix étonnamment claire,
dépourvu de toute fêlure. Très bien. Elle posa l'invitation bien en évidence sur son plan de travail, à côté de ses spatules et de ses couteaux à peindre. Elle ne la cacherait pas. Elle ne la fuirait pas. Elle n'allait pas écrire une lettre d'excuse, ni pleurer dans l'ombre pendant qu'il célébrait un mariage bâti sur des mensonges et de l'arrogance. Elle ferait mieux que ça. Élise retira lentement son tablier, révélant la tenue simple, mais d'une élégance absolue qu'elle portait en dessous. Elle passa une main dans ses cheveux, ramenant une mèche rebelle derrière son oreille. L'image de la jeune fille, effrayée et brisée d'il y a 5 ans, s'évapora définitivement, remplacée par celle d'une femme d'une prestance rare, consciente de sa propre valeur, forgée par ses propres mains. Elle alla vers le petit bureau niché dans un coin de l'atelier, ouvrit son ordinateur portable d'un geste fluide. L'écran illumina son visage d'une lueur bleutée. Elle ouvrit son carnet d'adresses. Si la famille de Lavallière s'attendait à voir arriver une femme brisée, misérablement vêtue, cherchant une place discrète au fond de la salle pour assister à son propre enterrement social, ils allaient au-devant d'un choc brutal. Élise composa un numéro, porta le téléphone à son oreille. Son regard, fixé sur l'invitation scintillante à l'autre bout de la pièce, était d'une intensité nouvelle. Un calme souverain l'envahissait. Ce ne serait pas une vengeance bruyante ou vulgaire, ce serait l'affirmation silencieuse de sa propre lumière face aux ténèbres qu'ils avaient essayé de lui imposer. « Allô, agence de location de luxe ?» dit-elle d'une voix posée, suave et autoritaire. « J'aurai besoin de vos services pour samedi prochain. Quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai également besoin des coordonnées d'une maison de haute couture qui peut m'habiller en urgence. L'argent ne sera pas un problème. » Elle raccrocha. Le silence retomba dans l'atelier, mais ce n'était plus le même silence. C'était le silence qui précède l'orage. La blessure était encore là, brûlante, mais elle n'était plus une faiblesse. Elle était devenue un moteur. Élise regarda une dernière fois par la fenêtre les toits de la ville qui s'assombrissaient. Julien voulait une confrontation. Il allait en avoir une, mais pas celle qu'il avait orchestrée avec tant d'arrogance. La partie ne faisait que commencer. Le temps a cette étrange manie de se replier sur lui-même, n'est-ce pas? Parfois, un simple parfum, un éclat de rire lointain ou la courbe d'une lettre sur un papier luxueux suffit à pulvériser les murs que nous avons mis des années à bâtir autour de notre mémoire. Pour Élise, dans le silence retrouvé de son atelier, le présent s'effaçait lentement, absorbé par l'ombre d'un passé qu'elle avait cru enterré sous des couches de peinture et de résilience. Elle ferma les yeux, et soudain, elle n'était plus la femme accomplie d'aujourd'hui. Elle était de nouveau cette jeune étudiante aux beaux-arts, amoureuse et insouciante, blottie dans un minuscule appartement sous les toits de Paris. C'était il y a 5 ans. À l'époque, Julien n'était pas le milliardaire arrogant qui faisait la une des magazines financiers. Il était un jeune entrepreneur brillant, dévoré par l'ambition de prouver sa valeur à une famille qui ne voyait en lui qu'un héritier rebelle. Il n'avait presque rien. Il dînait de pâtes réchauffées sur une plaque électrique défectueuse, mais il s'aimait avec cette ferveur absolue qui fait croire que l'univers entier se résume au regard de l'autre. Élise se souvenait de la chaleur de ses mains lorsqu'il lui parlait de ses projets, de la lumière dans ses yeux lorsqu'il dessinait l'avenir de sa première start-up technologique. Mais la lumière s'était éteinte trop vite. Avez-vous déjà vu la personne que vous aimez le plus au monde se noyer sous vos yeux, incapable de lui jeter une bouée de sauvetage? Le monde des affaires n'a pas de pitié pour les idéalistes. La jeune entreprise de Julien avait été la cible d'une manœuvre hostile, brutale et dévastatrice, orchestrée par un concurrent sans scrupules. En quelques semaines, tout s'était effondré. Les dettes s'étaient accumulées de façon exponentielle. Julien ne dormait plus. Élise le regardait s'étioler, les traits tirés, les yeux cernés de désespoir, hanté par la perspective non seulement de la faillite,
mais aussi d'accusations de fraude fiscale montées de toutes pièces par ses détracteurs. La prison n'était plus une menace abstraite. C'était une ombre tangible qui planait au-dessus de leur petit appartement. C'est alors que l'ombre s'était matérialisée sous les traits de Charles de la Vallière, le père de Julien. Le souvenir frappa Élise avec une précision glaçante. Elle revoyait le bureau de ce patriarche glacial, les boiseries sombres, l'odeur de cuir ancien et de cigares, le tic-tac oppressant d'une horloge ancienne qui semblait compter les secondes qu'il restait à leur amour. Charles de la Vallière ne l'avait pas invité pour faire connaissance. Il l'avait convoqué. Assise sur le bord d'un lourd fauteuil en cuir, Élise avait écouté le vieil homme détruire son avenir avec la froideur d'un comptable ajustant un bilan. Il lui avait expliqué, d'une voix monocorde, qu'il pouvait sauver Julien. Il pouvait injecter les fonds nécessaires, effacer les dettes et faire disparaître les accusations de fraude. Il avait le pouvoir et l'argent pour le faire d'un claquement de doigts. Mais il y avait une condition, une seule. « Mon fils est un rêveur, mademoiselle Moreau », avait dit Charles, ses yeux gris fixés sur elle comme des lames de rasoir. Et les rêveurs font de mauvais dirigeants. Il s'est égaré avec cette entreprise pitoyable, et il s'est égaré avec vous. S'il doit prendre la tête de notre empire familial un jour, il doit apprendre la dureté. Il doit comprendre que l'amour ne paie pas les factures et ne protège pas des trahisons. Le père de Julien avait alors poussé un dossier vers elle. Un aveu de culpabilité. Un document falsifié stipulant qu'Élise avait vendu des secrets industriels de la start-up de Julien, causant ainsi sa ruine financière en échange d'une somme d'argent importante. « Signez ceci », avait ordonné Charles. « Prenez le blâme. Faites-lui croire que vous l'avez trahi pour de l'argent. Disparaissez de sa vie, ce soir, sans aucune explication. Si vous faites cela, je couvre ses dettes, je le sauve de la prison et je l'intègre au conseil d'administration de notre groupe. Si vous refusez, je le laisse couler. Je regarderai mon propre fils aller en prison pour m'assurer qu'il retienne la leçon. C'est à vous de choisir, mademoiselle. À quel point l'aimez-vous, finalement ? Avez-vous déjà eu à briser votre propre cœur pour sauver celui de la personne que vous aimez ? C'est le sacrifice le plus silencieux et le plus destructeur qui soit. Élise n'avait pas hésité. Ses mains tremblaient, ses larmes menacèrent de déborder, mais elle avait pris le lourd stylo plume qu'on lui tendait. Elle avait signé son propre arrêt de mort émotionnel pour offrir une vie à l'homme qu'elle aimait. La scène de la rupture, quelques heures plus tard, restait gravée dans sa chair. Julien avait trouvé le document que son père s'était arrangé pour lui faire parvenir. Il était rentré dans leur petit appartement comme un ouragan. Élise n'avait jamais oublié l'expression de son visage. Le choc, l'incrédulité, et puis la douleur brute, animale, qui s'était transformée en une rage froide. « Dis-moi que c'est faux », l'avait-il supplié, la voix brisée, brandissant le papier. « Dis-moi que tu n'as pas fait ça, Élise. Pas toi. » Elle s'était tenue droite, les poings serrés si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes, priant pour que sa voix ne tremble pas. Elle avait baissé les yeux pour ne pas croiser son regard suppliant. « C'est vrai ?» avait-elle murmuré. « J'avais besoin de sécurité. Je suis désolée, Julien. » C'étaient les mots les plus difficiles qu'elle ait jamais prononcés. Chaque syllabe était un morceau de verre brisé dans sa gorge. Julien l'avait regardée pendant une longue minute, un silence épais et suffocant emplissant la pièce. Il ne l'avait pas insultée. Il n'avait pas crié. Il avait simplement reculé d'un pas, comme si elle était devenue toxique. « Tu n'as jamais cru en moi », avait-il dit, d'une voix si basse et si glaciale qu'elle ne l'avait pas reconnu. « Tu n'as pensé qu'à l'argent, comme les autres. Pars. » Et elle était partie. Elle avait emporté une simple valise, laissant derrière elle son âme, sa jeunesse et l'homme de sa vie. Elle s'était fondue dans l'anonymat, changeant de ville, de nom d'artiste,
reconstruisant son existence à partir de rien. Elle avait enduré la misère des premières années, travaillant jour et nuit, canalisant sa douleur dans son art. Elle l'avait fait avec la seule consolation de savoir que Julien était libre, qu'il avait repris sa vie en main, qu'il était devenu le succès qu'il méritait d'être. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il se transforme en cet homme froid et cynique, qui ressentait aujourd'hui le besoin de l'écraser. Elle l'avait sauvé, et en retour, il l'avait invité à son mariage pour se moquer de sa prétendue défaite. Le souvenir se dissipa lentement. Élise rouvrit les yeux dans le présent de son grand atelier silencieux. Son souffle était court, mais ses larmes étaient sèches. La tristesse du passé avait été définitivement transmutée en une volonté de faire. La fille innocente et terrifiée de la rue des Beaux-Arts n'existait plus. À sa place se tenait Eliane, une femme puissante, une artiste dont le compte en banque rivalisait sans doute avec les fonds personnels de l'héritier de la Vallière, bien que personne ne connaisse son vrai visage. Elle regarda sa montre. Il lui restait 6 jours. 6 jours pour préparer une apparition qui ferait trembler les fondations mêmes de l'empire de la Vallière. Le lendemain matin, Élise poussa la lourde porte vitrée d'une boutique très exclusive du Triangle d'Or parisien. Ce n'était pas un magasin où l'on entrait par hasard. On y était reçu sur recommandation secrète. L'atmosphère y était feutrée, parfumée à l'iris et au thé blanc. Madame Hélène, la directrice de la création, une femme d'un âge indéterminé à l'élégance redoutable, l'accueillit avec un sourire professionnel qui se transforma en une authentique surprise lorsqu'Élise lui présenta sa requête. « Je veux une robe », dit Élise d'une voix douce mais sans appel. « Pas une robe pour être jolie, pas une robe pour plaire. Je veux une armure. Je veux une pièce qui impose le silence dès que j'entrerai dans la pièce. Je veux que la mariée ait l'air d'une enfant vêtue de meringues à côté de moi, et je veux que l'homme qui m'a invité réalise l'étendue de son erreur avant même que j'aie prononcé un mot. » Madame Hélène l'observa un instant, captant la lueur indomptable dans le regard d'Élise. Elle hocha la tête, un sourire de connivence étirant ses lèvres fines. Les jours suivants furent un tourbillon de mesures, d'essayages et de choix tactiles. Élise rejetait le blanc, réservé à la mariée, le noir, trop tragique, et le rouge, trop criard. Finalement, elles optèrent pour une soie lourde d'un vert émeraude profond. C'était la couleur de la Renaissance, mais aussi celle de la profondeur insondable de l'océan. La coupe était vertigineuse. Le tissu épousait ses courbes, avec une fluidité majestueuse, se drapant sur une épaule dénudée pour tomber en une traîne subtile et dramatique. Le dos était dangereusement échancré, retenu par de minces chaînes en or blanc incrustées de délicats diamants bruts. C'était une création qui ne criait pas l'argent, elle murmurait le pouvoir absolu. Lors du dernier essayage, alors qu'Élise se regardait dans le triple miroir du salon privé, un frisson la parcourut. La femme qui lui faisait face n'avait plus rien de la victime sacrificielle d'autrefois. Elle était une reine de pique, magnifique et dangereuse. Madame Hélène lui ajusta discrètement une mèche de cheveux, remontée en un chignon bas, volontairement flou pour contraster avec la structure impeccable de la robe. « Vous allez faire des ravages, ma chère », murmura la couturière. « Celui qui vous a sous-estimé va en perdre le sommeil. » « C'est l'idée, » répondit Élise, sans sourire. Le vendredi soir, la veille du mariage, Élise finalisa le dernier détail. Elle sortit de son atelier, s'enveloppant dans un long trench-coat sombre, et se rendit dans les quartiers huppés de l'ouest de la ville. Elle entra dans une agence de location de véhicules d'exception. Le directeur, prévenu de son arrivée, la conduisit dans un immense garage souterrain où s'alignaient des merveilles mécaniques. Son regard balaya les Ferrari arrogantes et les Bentley ostentatoires pour s'arrêter sur un chef-d'œuvre de l'ingénierie classique. Une Rolls-Royce Phantom Vantage,
d'un noir corbeau absolu, poli au point de refléter la lumière comme un miroir liquide. Elle était longue, imposante, silencieuse, même à l'arrêt. Elle ne disait pas « Regardez-moi ». Elle disait « Écartez-vous ». « Celle-ci », dit Élise, caressant doucement la carrosserie froide. « Avec un chauffeur en livrée complète, et je veux qu'il conduise avec la lenteur d'un cortège royal. » Le directeur hocha la tête avec déférence, finalisant les derniers détails du contrat. Élise régla la somme exorbitante avec la carte noire professionnelle de sa société artistique, un geste d'une banalité feinte qui scellait définitivement sa préparation. La nuit qui précéda le mariage fut étrangement calme. Élise ne ressentait ni angoisse ni hésitation. Seulement une anticipation froide, une clarté d'esprit absolue. Elle s'allongea sur son lit, regardant le plafond plongé dans la pénombre. Elle pensait à Julien. Elle pensait à la façon dont il la regarderait. Elle savait que sa présence allait déclencher une tempête au sein de la famille de la Vallière. Mais elle n'en avait plus peur. Elle avait passé 5 ans à fuir l'orage. Demain, elle serait la foudre. Le matin se leva, clair et radieux, un de ces jours d'été parfaits que seuls les privilégiés semblent pouvoir réserver pour leurs grands événements. Le domaine des Lavallières, un château historique situé à quelques heures de Paris, devait déjà grouiller de fleuristes, de traiteurs et d'invités prestigieux. Élise prit son temps. Elle s'appliqua à se préparer avec la minutie d'un maître artisan restaurant une toile précieuse. Le maquillage était subtil, mais incisif. Un teint de porcelaine, un regard souligné d'une ombre fumée pour intensifier le mystère, et des lèvres d'un carmin profond, presque insolent. Lorsqu'elle enfila la robe émeraude, le tissu glissa sur sa peau comme une caresse. Elle attacha les fins diamants à son cou, glissa ses pieds dans des escarpins vertigineux créés sur mesure. Elle se tint droite devant son miroir. Le cœur qui battait dans sa poitrine n'était plus celui de la fille qui pleurait dans un bureau lambrissé. C'était le cœur d'une femme qui avait survécu aux flammes et qui en était ressortie forgée en acier. En bas, dans la rue pavée devant son atelier, un murmure sourd s'éleva. Élise s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau. La majestueuse Rolls-Royce noire l'attendait, le moteur ronronnant doucement. Le chauffeur, un homme grand à la posture militaire, vêtu d'un uniforme noir impeccable et de gants blancs, se tenait droit comme un I près de la portière arrière ouverte. Élise prit une profonde inspiration. Elle ramassa une petite pochette en soie noire, y glissa le carton d'invitation aux lettres d'or, ainsi que le petit Bristol insultant que Julien lui avait envoyé. C'était le seul bagage dont elle avait besoin. Elle descendit les escaliers de son immeuble. À chaque pas, le claquement de ses talons résonnait comme un compte à rebours. Lorsqu'elle sortit dans la rue, la lumière du jour frappa la soie émeraude, la faisant scintiller d'un éclat presque irréel. Le chauffeur, malgré son professionnalisme rigoureux, laissa échapper une infime fraction de seconde d'hésitation, frappé par l'aura de la femme qui s'avançait vers lui. Il s'inclina légèrement et l'aida à s'installer sur la banquette en cuir moelleux. La lourde portière se referma avec un bruit feutré, coupant Élise du monde extérieur. L'habitacle sentait le cuir neuf et la cire d'abeille. Elle s'enfonça dans le siège, croisant les jambes avec élégance. « Au domaine de la Vallière, madame ?» demanda la voix grave du chauffeur à travers l'interphone. « Oui », répondit Élise, sa voix calme, presque un murmure. « Prenez votre temps. Nous n'avons aucune hâte. Laissez-les s'installer. Laissez-les croire que leur monde est parfait. » La longue voiture noire s'arracha doucement du trottoir, glissant sur l'asphalte comme une panthère silencieuse. Le voyage commença. Les paysages parisiens défilèrent, bientôt remplacés par la campagne luxuriante, mais Élise ne regardait pas par la fenêtre. Son esprit était déjà arrivé à destination. Elle voyait l'allée gravillonnée, les regards mondains, l'arrogance des parents de Julien, et surtout,
le visage de l'homme qui l'avait défié. La tragédie des erreurs passées allait se heurter à la puissance d'une vérité longtemps tue. Et Élise, sereine et redoutable, était prête à lever le rideau. Le domaine des Lavallières n'était pas simplement une propriété. C'était une déclaration de guerre silencieuse faite au reste du monde, une démonstration arrogante d'un pouvoir qui ne se compte pas en millions, mais en générations. Situé au cœur d'une forêt séculaire, le château du XVIIIe siècle dressait sa façade de pierre blonde sous un ciel d'été d'un bleu insolent, sans le moindre nuage pour venir troubler la perfection de cette journée. Les jardins à la française, dessinés avec une précision mathématique, semblaient retenir leur souffle. Des milliers de roses blanches, importées le matin même, exhalaient un parfum lourd et sucré qui se mêlait à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et des cigares hors de prix. Avez-vous déjà ressenti cette atmosphère si parfaite qu'elle en devient suffocante? C'est le propre des événements mondains où l'apparence est la seule monnaie d'échange valable. Sur les vastes pelouses immaculées, des centaines d'invités se pressaient, formant une mer mouvante de costumes sur mesure, de chapeaux extravagants et de sourires étudiés. Les rires résonnaient avec la clarté du cristal, froid et vide. Les serveurs, invisibles et silencieux comme des ombres, glissaient entre les groupes en portant des plateaux d'argent chargés de coupes de champagne millésimées. Au centre de cette chorégraphie mondaine se tenait la famille de Lavallière, trônant comme une royauté intouchable. Charles, le patriarche, arborait cette expression de satisfaction glaciale de ceux qui ont acheté le monde et en possèdent la facture. Son épouse, drapée dans une robe pastel d'une grande maison de couture, distribuait des salutations hautaines, jaugeant l'importance de chaque invité en une fraction de seconde. Et puis, il y avait Camille, la mariée. Elle se tenait un peu à l'écart, entourée de sa cour de demoiselles d'honneur gloussantes. Sa robe, une avalanche de tulle de soie et de dentelle d'Alençon, coûtait probablement le prix d'un bel appartement parisien. Elle était belle, d'une beauté standardisée, prévisible. Son rire, un peu trop aigu, trahissait l'arrogance d'une femme qui n'a jamais eu à se battre pour obtenir ce qu'elle désirait, convaincue que l'univers entier lui était dû par droit de naissance. Mais c'est sur Julien que le regard invisible du destin se posait. Julien de Lavallière se tenait près de l'autel, dressé sous une immense arche florale. Il était magnifique, d'une élégance brutale dans son smoking taillé au millimètre. Ses épaules larges, sa mâchoire carrée et son regard sombre faisaient de lui l'incarnation même du succès absolu. Mais si l'on s'approchait d'un peu plus près, si l'on osait regarder au-delà du vernis de la réussite financière, on pouvait déceler une étrange raideur dans sa posture. Il tenait une coupe de champagne qu'il ne buvait pas. Ses doigts serraient le pied en cristal, avec une force presque douloureuse. Régulièrement, ses yeux sombres, froids comme l'obsidienne, dérivaient vers l'immense allée de gravier blanc qui menait aux portes du domaine. Il attendait la chute de sa blague cruelle. Dans son esprit, gangrené par le ressentiment et l'orgueil, il avait imaginé cette scène des dizaines de fois, depuis qu'il avait glissé ce petit Bristol insultant dans l'enveloppe. Il imaginait Élise arriver en retard, vêtue d'une petite robe usée, mal à l'aise, écrasée par la magnificence des lieux. Il voulait voir ses épaules s'affaisser. Il voulait voir la honte dans ses yeux clairs. Il voulait qu'elle comprenne l'immensité de son erreur en le quittant pour, croyait-il, l'illusion misérable de la sécurité financière. C'était sa vengeance, un point final imposé avec la subtilité d'un coup de marteau. Il ne l'aimait plus, se répétait-il chaque nuit. Il la méprisait. Et ce mépris exigeait un public. Le quatuor à cordes, installé sous un kiosque, entama les premières notes d'une pièce de Vivaldi. Les murmures de la foule commencèrent à s'estomper, alors que les invités prenaient place sur les chaises blanches alignées sur la pelouse.
Le rituel allait commencer. C'est à cet instant précis, alors que le silence solennel s'installait, qu'un son étranger, profond et grave, vint déchirer l'air parfait du domaine. Ce n'était pas le crissement joyeux des pneus d'une voiture de sport de l'un des invités attardés. C'était le grondement sourd, puissant et majestueux d'un moteur conçu pour ne jamais s'excuser de sa présence. Un frisson imperceptible parcourut la foule. Les têtes commencèrent à se tourner vers la majestueuse allée bordée de chênes centenaires. Une tache noire venait d'apparaître au bout du chemin. La Rolls-Royce Phantom Vantage s'avançait avec la lenteur calculée d'un prédateur majestueux. Sa carrosserie noire, d'une brillance absolue, tranchait violemment avec les couleurs pastel et la frivolité du décor nuptial. Elle absorbait la lumière du soleil au lieu de la refléter, créant un trou noir visuel qui magnétisait tous les regards. Le crissement lent des lourds pneus sur le gravier blanc résonnait maintenant plus fort que la musique. Le violoncelliste du quatuor, déstabilisé par cette intrusion imposante, manqua une note. La musique s'effilocha avant de s'arrêter complètement. Un silence de cathédrale s'abattit sur la foule de l'élite financière et mondaine. Avez-vous remarqué comment le silence peut parfois être plus assourdissant qu'une explosion? C'est dans ces silences que les certitudes basculent. Julien, près de l'autel, sentit son souffle se bloquer. Il fixa la calandre argentée de la voiture qui approchait. Une légère contraction fit tressaillir la ligne de sa mâchoire. Ce n'était pas un taxi. Ce n'était pas la petite citadine de location bon marché qu'il s'attendait à voir. L'incompréhension, suivie d'une irritation soudaine, commença à poindre dans ses yeux. La lourde voiture noire s'immobilisa précisément à l'entrée de l'allée centrale, face aux centaines de chaises alignées, coupant littéralement le chemin au cortège de la mariée qui attendait en coulisses. Le moteur fut coupé. Plus rien ne bougea pendant ce qui sembla être une éternité. La tension dans l'air devint palpable, électrique. Les invités retenaient leur respiration, les murmures étouffés mourant sur leurs lèvres. Même Charles de la Vallière, d'ordinaire impassible, fronça les sourcils, cherchant à identifier à quel dignitaire étranger ou à quel chef d'État pouvait appartenir un tel véhicule. La portière avant s'ouvrit avec un claquement sec. Le chauffeur, immense dans sa livrée noire impeccable, ses gants blancs brillant sous le soleil, contourna lentement le capot massif de la Rolls-Royce. Son visage était un masque d'impassibilité absolue. Il se plaça devant la portière arrière droite, posa une main sur la poignée argentée et, avec un mouvement d'une fluidité parfaite, ouvrit la porte. L'univers entier sembla se figer. La première chose qui apparut dans l'encadrement de la portière fut une chaussure. Un escarpin d'une finesse inouïe, vertigineux, dont le cuir sombre semblait fondre dans la lumière. Puis, une cheville délicate. Ensuite, Élise sortit. Lorsqu'elle posa le pied sur le gravier, le temps parut ralentir. Le soleil de l'après-midi accrocha immédiatement la soie lourde de sa robe émeraude. La couleur était si profonde, si vibrante, qu'elle semblait absorber toute l'énergie du jardin, reléguant les centaines de roses blanches au rang de décors fanés. Le tissu épousait sa silhouette avec une précision architecturale, révélant la grâce d'une épaule dénudée, avant de s'écouler en une cascade fluide jusqu'au sol. Mais ce n'était pas la robe qui figeait l'assemblée, c'était elle. L'aura qu'Élise dégageait n'avait rien d'humain. C'était une dignité froide, absolue, forgée dans les larmes et trempée dans l'acier de la résilience. Son port de tête était altier, son menton légèrement relevé. Ses cheveux sombres, rassemblés dans ce chignon faussement négligé, encadraient un visage d'une beauté pure, débarrassé de toute l'incertitude de la jeunesse. Les fines chaînes de diamants bruts qui retenaient l'échancrure de son dos nu captaient la lumière, jetant des éclats glaciaux à chaque battement de son cœur. Elle ne ressemblait pas à une femme qui venait chercher la pitié.
Elle ne ressemblait pas à une ex-fiancée vaincue. Elle ressemblait à une impératrice venant inspecter des terres qu'elle avait elle-même brûlées. Un murmure sourd, un halètement collectif, parcourut les rangées d'invités. Les chuchotements, auparavant venimeux ou légers, se transformèrent en exclamations étouffées de stupeur. « Qui est-ce ? Avez-vous vu cette robe ? C'est une pièce unique. Mon Dieu, quelle prestance !» Élise ferma les yeux une fraction de seconde, laissant la chaleur du soleil caresser son visage. Elle sentait le poids de ces centaines de regards braqués sur elle. 5 ans plus tôt, cela l'aurait terrifiée. Aujourd'hui, elle s'en nourrissait. Elle ouvrit son petit sac en soie noire, en sortit le carton d'invitation aux lettres d'or, le tenant négligemment du bout des doigts, comme un objet sans valeur. Elle fit le premier pas. Son avancée dans l'allée centrale ne fut pas une marche, ce fut une conquête. Le silence qui l'accompagnait était lourd de stupéfaction. À mesure qu'elle s'approchait des premiers rangs, l'air semblait se raréfier. Charles de la Vallière et son épouse, assis au premier rang côté marié, se tournèrent. Lorsque les yeux du vieux patriarche tombèrent sur Élise, son visage, d'ordinaire taillé dans la roche, se décomposa. La couleur quitta ses joues de manière spectaculaire, laissant place à une pâleur cireuse. Ses mains, posées sur ses genoux, se mirent à trembler. Sa femme laissa échapper un petit cri aigu, portant une main couverte de bagues à sa gorge. Il l'avait reconnue. La petite étudiante en art qu'ils avaient embrisée et exilée, avec quelques menaces et un chantage abject, venait de réapparaître, non pas comme le spectre de leur culpabilité, mais comme une force de la nature inarrêtable. Élise passa près d'eux. Elle ne leur accorda pas même un quart de seconde d'attention. Pour elle, ils n'étaient déjà plus que des ombres, des figurants dans le théâtre de sa propre libération. Son regard était fixé droit devant elle, vers lui. Julien. La scène qui se joua entre eux, à des dizaines de mètres de distance, contint plus de violence et de dialogue silencieux qu'une tragédie grecque. Au moment où Élise était descendue de la voiture, Julien avait plissé les yeux, ébloui par l'éclat de la soie émeraude. Il avait vu une femme majestueuse, pensant d'abord à une actrice célèbre ou à l'épouse d'un investisseur international. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, que les traits de son visage se dessinaient avec précision, la réalité l'avait frappé avec la violence d'un accident de voiture. L'esprit humain possède cette fascinante capacité de déni, protégeant notre ego jusqu'à ce que la vérité devienne une arme braquée entre nos deux yeux. Le verre de champagne glissa des doigts de Julien. Il s'écrasa sur les dalles de pierre de l'autel avec un fracas cristallin qui fit sursauter le prêtre à ses côtés. Mais Julien ne l'entendit même pas. Le liquide doré éclaboussa le revers de son pantalon, tachant le cuir verni de ses chaussures. Il ne scia pas. Il était figé. Pétrifié. C'était Élise. Son Élise. Mais en même temps, ce n'était plus elle du tout. Où était la fille vulnérable qui l'avait chassée de son appartement? Où était la femme avide d'argent qui, selon sa propre mythologie, avait fui avec un pécule dérisoire pour finir dans une vie médiocre? L'armure psychologique que Julien s'était forgée pendant 5 ans, faite de rancœur, de supériorité et d'une haine cultivée comme un antidote à la douleur, commença à se fissurer de toutes parts. Il entendit le son déchirant de sa propre vanité qui se brisait. Chaque pas qu'Élise faisait résonnait dans sa poitrine, fracassant le récit rassurant qu'il s'était construit. Elle était là, rayonnante, d'une opulence subtile qui réduisait son propre mariage étalage de richesse à une vulgaire fête foraine. La coupe de sa robe, l'éclat de ses diamants invisibles, la Rolls-Royce, tout hurlait un statut et une indépendance qu'aucune somme d'argent ne pouvait simuler. Mais le plus dévastateur n'était pas son apparence, c'était son regard. Alors qu'elle arrivait à la hauteur du milieu de l'allée, Élise planta enfin ses yeux dans les siens.
Julien sentit l'air quitter violemment ses poumons, comme si on venait de le frapper au plexus solaire. Il s'attendait à voir de la colère dans les yeux de cette femme qu'il avait invitée pour l'humilier. Il s'attendait, secrètement, à voir un reste d'amour blessé, une supplique, une larme. Il n'y avait rien de tout cela. Les yeux d'Élise, ces yeux couleur de tempête qu'il avait si souvent embrassés, étaient lisses, calmes et d'une froideur abyssale. Il n'y avait pas de haine, car la haine implique de l'importance. Il n'y avait que la tranquillité souveraine d'une femme observant un étranger insignifiant faire une erreur de calcul monumentale. Dans ce seul regard, elle le dépouilla de ses milliards, de son costume de créateur, de son titre de PDG. Elle le ramena à sa condition d'homme pitoyable, emprisonné dans ses propres mensonges. La gorge de Julien se serra au point de lui faire physiquement mal. Un vertige brutal s'empara de lui. La moquerie qu'il avait méticuleusement planifiée venait de se retourner contre lui, pour se transformer en une sentence de mort sociale et émotionnelle. Il réalisa, avec une clarté fulgurante et terrifiante, qu'il ne savait absolument rien de ce qui s'était passé il y a 5 ans. Il comprit que la femme qui s'avançait n'avait jamais été une lâche, ni une traîtresse. Elle était un mystère qu'il avait été trop stupide ou trop lâche pour chercher à résoudre. Le remords, un monstre glacé aux griffes acérées, se réveilla instantanément dans ses entrailles. La vue de Camille, qui attendait son entrée au bout de l'allée, le remplit soudain d'une nausée irrépressible. Que faisait-il ici? À quoi rimait ce cirque grotesque? Élise tint son regard pendant ce qui parut être un siècle de silence. Puis, avec une grâce infinie, un rictus infime, presque un sourire de pitié, étira le coin de ses lèvres carmin. Elle brisa le contact visuel. Elle ne continua pas vers l'avant. Obéissant scrupuleusement aux mots cruels écrits de la main de Julien sur le Bristol qu'elle tenait fermement, elle s'arrêta. « Il y aura une place au fond pour toi. » Elle se tourna vers la toute dernière rangée de chaises blanches, là où l'ombre des chênes commençait à mordre sur la pelouse ensoleillée. La place était vide, isolée. Élise s'y dirigea avec la lenteur majestueuse d'une reine prenant possession de son trône. Elle s'assit, lissant la soie émeraude sur ses genoux, croisa élégamment les jambes et posa ses mains sur son petit sac noir. Elle releva la tête et fixa droit devant elle, vers l'autel, vers le verre brisé aux pieds de Julien, attendant que le spectacle commence. En s'asseyant à la place qu'il lui avait assignée pour l'humilier, elle venait, en un seul geste, de prendre le contrôle total et absolu de son mariage, de son esprit et de tout le domaine des Lavallières. La cérémonie n'avait même pas encore commencé, mais pour Julien, le mariage venait d'être pulvérisé en éclats de verre sur le sol. La mariée pouvait arriver, le prêtre pouvait parler, la musique pouvait reprendre. Plus rien n'avait d'importance. La foudre venait de frapper, silencieusement, et l'incendie dans l'âme de Julien ne faisait que commencer. La cérémonie de mariage reprit, mais l'illusion, elle, était définitivement morte. Le violoncelliste, les mains encore légèrement tremblantes, retrouva la partition de Vivaldi, mais les notes semblaient flotter dans l'air avec une fausseté troublante. Le rituel s'enclencha mécaniquement, comme une pièce de théâtre dont les acteurs auraient soudainement oublié le sens de leurs répliques. Camille s'avança dans l'allée au bras de son père. Elle souriait, rayonnante sous son voile de dentelle, totalement inconsciente du drame sismique qui venait de ravager l'esprit de l'homme qui l'attendait. Elle voyait les invités chuchoter. Elle remarquait les têtes tournées vers le fond du jardin, mais dans sa candeur arrogante, elle pensait que ces murmures lui étaient destinés. Elle ne voyait pas que le regard de son futur mari passait à travers elle comme si elle était faite de verre. Julien se tenait raide comme une statue de sel. Son cœur battait à une vitesse terrifiante, cognant contre ses côtes avec la violence d'un oiseau piégé. Ses paumes, moites,
glissait le long des coutures de son pantalon de smoking. Chaque inspiration lui brûlait les poumons. Lorsque Camille arriva à sa hauteur et lui prit doucement la main, il tressaillit presque, comme brûlé par ce contact. Ses doigts, à lui, étaient glacés. Avez-vous déjà été prisonnier de votre propre vie? Ce moment terrifiant où vous réalisez que les choix que vous avez faits, les murs que vous avez construits pour vous protéger, sont en réalité les barreaux d'une cellule dont vous avez vous-même jeté la clé. Julien regardait le prêtre parler. Il voyait les lèvres du vieil homme bouger, mais aucun son ne parvenait à son cerveau. L'homélie sur la fidélité, la vérité et l'amour inconditionnel résonnaient dans sa tête comme une farce macabre. Son esprit, échappant à tout contrôle, refusait de rester près de l'autel. Il était magnétiquement attiré vers l'arrière, vers cette dernière rangée, sous l'ombre fraîche des chênes centenaires. Là, Élise était assise, parfaite, immobile. Elle ne cherchait pas à croiser son regard. Elle écoutait la cérémonie avec la politesse détachée d'une critique d'art observant une pièce de théâtre de boulevard. La soie émeraude de sa robe captait la lumière déclinante du soleil, créant un halo presque mystique autour d'elle. Elle n'était pas un fantôme du passé. Elle était la réalité la plus écrasante qu'il n'ait jamais affrontée. Lorsque vint le moment d'échanger les consentements, le silence s'abattit de nouveau sur l'assemblée. « Julien Charles de La Vallière, acceptez-vous de prendre pour épouse ?» Les mots flottaient. Julien sentit une goutte de sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. Il devait répondre. Des centaines de regards, dont ceux de ses futurs beaux-parents, de son père, de la presse mondaine, étaient fixés sur lui. Il regarda Camille. Ses yeux brillaient d'attente. Il déglutit difficilement. Le goût dans sa bouche était amer, cendreux. « Oui, dit-il. » Sa voix était rauque, à peine audible, dénuée de la moindre joie. Ce n'était pas une promesse, c'était une capitulation. Au fond du jardin, Élise inclina très légèrement la tête. Un mouvement microscopique, presque imperceptible, que seul quelqu'un qui la connaissait intimement aurait pu capter. C'était un geste de pitié. Elle le plaignait. Et pour Julien, cette pitié silencieuse était infiniment plus douloureuse que la haine la plus féroce. Dès que la cérémonie prit fin, la tension artificielle se relâcha parmi les invités, laissant place au brouhaha mondain du cocktail. Les serveurs réapparurent, les coupes se remplirent, les rires reprirent de la force. Mais l'atmosphère était viciée. Le centre de gravité de la fête s'était déplacé. Ce n'était plus la mariée qui attirait les regards, c'était la mystérieuse femme en verre qui se tenait maintenant près d'une des immenses fontaines de marbre, observant le ballet social avec une souveraine indifférence. Élise tenait une coupe de champagne dont elle n'avait pas bu une seule goutte. Le cristal reflétait les rayons dorés de la fin d'après-midi. Elle savait qu'ils allaient bien venir. C'était inévitable. L'ego de la famille de La Vallière ne pouvait supporter une telle intrusion sans tenter d'écraser l'intruse. Et en effet, comme des requins attirés par une goutte de sang, Charles de La Vallière et son épouse se frayèrent un chemin à travers la foule, leurs visages masqués par des sourires crispés à l'attention des invités qu'ils croisaient. Dès qu'ils furent à bonne distance des oreilles indiscrètes, les masques tombèrent. « Mademoiselle Moreau » siffla Charles, sa voix basse, chargée d'un venin qui n'avait rien perdu de sa puissance en 5 ans. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle, essayant d'utiliser sa grande taille pour l'intimider. « Quel est ce cirque pathétique? Qui vous a permis de franchir les grilles de mon domaine ?» La mère de Julien, à ses côtés, la fusillait du regard, serrant son sac en crocodile si fort que ses jointures blanchissaient. « Vous êtes d'une vulgarité sans nom. Venir ici, aujourd'hui, cherchez-vous à soutirer encore de l'argent ?» Élise ne recula pas d'1 millimètre. Elle prit une lente inspiration, savourant l'odeur des roses et de l'herbe coupée.
Lorsqu'elle posa ses yeux sur le couple, il n'y avait aucune trace de la jeune fille terrifiée qui avait pleuré dans leur bureau. Ses yeux étaient deux éclats de glace grise. « Bonjour, monsieur de la Vallière. »« Madame » répondit-elle d'une voix suave, musicale, parfaitement modulée pour ne trahir aucune émotion. « Pour répondre à votre question, c'est votre fils qui m'a invité. Par écrit. Avec beaucoup d'insistance. Je suis quelqu'un de très poli. J'ai donc fait l'effort de me libérer. »« Ne jouez pas au plus fin avec moi », gronda Charles en s'avançant d'un demi-pas. « Je ne sais pas comment vous avez financé cette robe ou loué cette voiture, ni quel vieil imbécile vous entretenez, mais vous allez faire demi-tour, à l'instant même. Vous allez disparaître, comme nous en avions convenu. Sinon, je vous détruirai. Pour de bon, cette fois. » C'était le moment de rendre une infime partie de la monnaie de leur pièce. Élise eut un petit rire cristallin, un son si authentiquement amusé qu'il figea le patriarche. « Me détruire » murmura-t-elle, son regard plongeant dans celui de l'homme plus âgé. « Oh, Charles, vous vivez vraiment dans le passé. Vous croyez toujours avoir le monopole du pouvoir parce que vous possédez des murs en pierre et des comptes offshore. » Elle fit un pas en avant. L'air autour d'elle sembla se refroidir. L'élégance de sa posture contrastait avec la violence verbale de son interlocuteur. « La différence entre vous et moi, aujourd'hui, c'est que mon nom, ou du moins celui que le monde de l'art connaît, n'a pas besoin de l'argent de ses ancêtres pour exister, » dit-elle d'une voix douce et mortelle. « Avez-vous entendu parler de la récente acquisition du Met de New York? La toile d'Éliane? C'est fascinant de voir combien les milliardaires de votre cercle sont prêts à débourser pour un peu de mon âme sur une toile. » La mère de Julien haleta, ses yeux s'écarquillant de stupeur. Le nom d'Éliane était sur toutes les lèvres dans leur cercle mondain. Ils possédaient eux-mêmes une petite esquisse de l'artiste mystère, acquise pour une fortune. Charles resta bouche bée, les rouages de son esprit tentant frénétiquement d'assimiler l'information. « Je n'ai besoin de l'argent de personne, surtout pas du vôtre, » continua Élise, son ton devenant tranchant comme une lame de rasoir. « Je suis ici parce que votre fils voulait me montrer sa réussite. Mais tout ce que je vois, c'est un empire bâti sur du sable, un mariage de convenance, et un père qui a dû acheter le silence d'une jeune fille de 20 ans pour cacher sa propre incompétence à sauver son héritier. Ne me menacez plus jamais, monsieur de la Vallière, car contrairement à vous, je n'ai rien à cacher, et la vérité, lorsqu'elle explose, détruit d'abord ceux qui ont construit les murs pour la contenir. » Sans attendre leur réponse, sachant qu'ils étaient réduits au silence le plus total, Élise pivota sur ses talons. La soie émeraude tourbillonna autour de ses jambes. Elle s'éloigna, les laissant pétrifiés, pâles comme des spectres, au milieu de leur propre fête. Pendant ce temps, à l'autre bout du domaine, Julien étouffait. Le cocktail était une torture physique. Les félicitations, les claques dans le dos, les rires aigus de Camille qui s'accrochait à son bras. Chaque interaction était une aiguille enfoncée sous sa peau. Son regard balayait constamment la foule, cherchant l'éclat vert émeraude. Il la vit de loin, discutant avec ses parents, et l'instinct de protection qu'il croyait mort depuis 5 ans se réveilla douloureusement. Mais il vit aussi comment elle les quitta, droite et fière, tandis que ses parents semblaient avoir vieilli de 10 ans en quelques secondes. Il ne pouvait plus supporter cette comédie. Il devait lui parler. Il devait savoir pourquoi elle était là, pourquoi elle le regardait de cette façon, pourquoi tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait comme un château de cartes sous la simple pression de son silence. « Excuse-moi » murmura-t-il à Camille, dégageant son bras avec une brusquerie qu'il ne parvint pas à masquer. « J'ai besoin d'air. 1 minute. » Avant qu'elle ne puisse protester, il tourna les talons et s'éloigna à grandes enjambées. Il quitta les pelouses principales, s'enfonçant dans les allées latérales du parc, là où la musique de l'orchestre devenait un lointain bourdonnement. Il cherchait frénétiquement. Il traversa le jardin des buis, passa devant l'orangerie, son souffle devenant court,
son nœud papillon soudain trop serré autour de son cou. Il l'arracha d'un geste sec, ouvrant le premier bouton de sa chemise immaculée. Et puis, il la trouva. Elle s'était réfugiée dans l'ancienne roseraie, un espace clos de hauts murs de pierre recouverts de lierre ancien. Le soleil s'apprêtait à disparaître derrière la cime des arbres, noyant le jardin dans une lumière crépusculaire, teintée de violet et de rose poudré. Élise se tenait de dos, face à un rosier grimpant aux fleurs rouge sang. Ses doigts effleuraient délicatement les pétales. Dans cette lumière, avec cette robe qui moulait la courbure de ses reins et l'échancrure vertigineuse de son dos barré de diamants, elle était d'une beauté à briser le cœur. Le cœur de Julien, précisément, se serra violemment. Le souvenir fulgurant de ses mains à lui, caressant cette même peau dans l'obscurité de leur chambre étudiante, le percuta de plein fouet. Il s'avança. Le bruit de ses pas sur les graviers trahit sa présence. Élise retira lentement sa main du rosier. Elle ne sursauta pas. Elle s'attendait à lui. Elle se retourna avec une lenteur calculée. L'espace qui les séparait, une dizaine de mètres semés de pétales tombés, semblait soudain être un abîme infranchissable. « Julien, » dit-elle simplement. Sa voix était calme, plate. Aucune animosité, aucune joie. « Pourquoi es-tu venu » La voix de Julien était rauque, éraillée par la tension. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, les poings serrés le long du corps. Ses yeux sombres fouillaient le visage parfait d'Élise, cherchant désespérément la fille qu'il avait connue. « Pour me détruire devant mes invités ? Pour te pavaner ? Avec l'argent de qui as-tu payé tout ça, Élise ? Quel est le riche idiot qui te finance aujourd'hui ?» La cruauté de l'attaque était une défense. C'était la réaction animale d'un homme blessé, qui préfère mordre plutôt que d'admettre qu'il saigne. Élise le regarda avec cette même pitié glaciale qui l'avait foudroyé pendant la cérémonie. Elle laissa ces mots flotter dans l'air, s'évaporer dans le silence de la roseraie, jusqu'à ce que leur mesquinerie devienne évidente, même pour lui. « Tu m'as envoyé un carton d'invitation avec une note insultante pour me demander de venir constater ta réussite, » répondit-elle d'une voix étonnamment douce. « J'ai simplement accédé à ta requête. Je suis venu voir, et ce que je vois me rassure profondément. » Julien fronça les sourcils, la confusion se mêlant à la colère. « Te rassure ? Tu te moques de moi ? Non, je me dis que finalement, j'ai bien fait de partir. » murmura-t-elle, faisant un pas vers lui. Le bruissement de la soie sur les graviers était le seul son dans le jardin. « Tu es devenu exactement ce que ton père espérait. Une coquille vide. Un homme qui évalue les gens en fonction de l'argent qu'ils possèdent. Pour répondre à ta question insultante, Julien, je n'appartiens à personne. L'argent qui a payé cette robe, cette voiture, et l'atelier de 1000 mètres carrés que je possède à Paris, c'est le mien. Gagné par mon travail, avec mes mains. Je ne me suis jamais vendu. Pas plus aujourd'hui qu'il y a 5 ans. » Les mots le frappèrent comme des pierres. « Mensonge ! Tu m'as vendu, moi !» éclata-t-il, incapable de contenir la rage bouillonnante qui l'empoisonnait depuis des années. Il réduisit la distance entre eux, s'arrêtant à moins d'1 mètre. « Tu as pris l'argent de la concurrence. Tu as vendu les secrets de ma start-up quand j'étais au bord du gouffre. J'ai vu tes aveux signés, Élise. Je les ai lus de mes propres yeux. » Il respirait fort, ses yeux brillants d'une rage humide. Il croyait en sa propre vérité. C'était là la plus grande tragédie. Avez-vous remarqué comment les malentendus les plus destructeurs naissent souvent d'un silence prolongé pour protéger l'autre? On tait la vérité par amour, et ce silence devient la lame qui tranche le lien. Élise le regarda pleurer de rage intérieure. La carapace de froideur qu'elle s'était imposée se fissura d'un infime millimètre. La douleur de Julien était réelle, palpable. Il avait souffert, lui aussi. Pendant 5 ans,
Il avait cru à une trahison absolue de la part de la femme qu'il aimait le plus au monde. Elle ferma les yeux une seconde. Lorsqu'elle les rouvrit, la glace avait fondu, laissant place à une tristesse insondable. « Tu as vu un papier signé de ma main, oui, » dit-elle d'une voix qui trembla pour la première fois. « Mais tu n'as jamais, pas une seule seconde, cherché à comprendre pourquoi je l'avais signé. Tu as cru le document que ton père t'a tendu, plutôt que de croire en l'amour que nous avions. » Julien s'immobilisa. Le mot « père » tomba entre eux comme une bombe à retardement. « Mon père ? Qu'est-ce que mon père a à voir là-dedans ? Il a été le seul à me soutenir quand tu m'as laissé pour mort. Il a épongé les dettes de la concurrence. » « Oh, Julien !» Élise laissa échapper un soupir tremblant. C'était le moment, le point de non-retour. L'instant où le voile allait se déchirer pour toujours. « Tu penses vraiment que la concurrence aurait mystérieusement abandonné les charges du jour au lendemain ? Tu penses que tes dettes colossales se sont volatilisées par magie ?» Elle s'approcha, assez près pour sentir la chaleur de son corps, assez près pour que le parfum boisé qu'il portait, le même qu'il y a 5 ans, enivre à nouveau ses sens. Mais elle garda la tête haute. « La nuit avant que tu ne trouves ce papier, ton père m'a convoqué dans son bureau, » commença-t-elle, les mots coulant maintenant avec la précision d'un scalpel. « Il savait que tu allais tout perdre. Il savait que les accusations de fraude fiscale, que la concurrence avait monté de toutes pièces, allaient t'envoyer en prison. Ton père avait le pouvoir d'arrêter tout ça, mais il refusait de le faire tant que j'étais dans ta vie. Il pensait que j'étais un boulet pour ton ambition. » Le visage de Julien commença à perdre de sa couleur. Ses yeux s'écarquillèrent, refusant de comprendre les implications de ce qu'elle disait. « Non, c'est absurde. Il m'a posé un ultimatum, Julien, » continua Élise, sa voix s'élevant, chargée de l'injustice refoulée de toutes ces années. « Soit je signais des aveux falsifiés, disant que je t'avais trahi pour de l'argent, et je disparaissais de ta vie sur le champ. Soit il ne levait pas le petit doigt. Il laissait ta société s'effondrer. Il te laissait aller en prison pour t'apprendre une leçon. Il m'a demandé de choisir entre ton amour et ta liberté. » Le silence qui suivit ces mots fut le plus assourdissant que Julien n'ait jamais connu. C'était un vide total, le bruit d'un univers entier qui s'effondre sur lui-même. Il fixa Élise. Il chercha le mensonge dans ses yeux clairs, dans la ligne de sa mâchoire, dans le tremblement imperceptible de ses mains. Il chercha la vengeance, la ruse. Il ne trouva que la pure, dévastatrice et tragique vérité. Les pièces du puzzle qu'il s'était refusé de regarder pendant 5 ans s'assemblèrent soudainement dans son esprit avec une violence inouïe. Le timing parfait de l'intervention de son père. Les conditions drastiques imposées pour rejoindre le conseil d'administration. Le sourire suffisant de Charles chaque fois qu'il voyait Julien se durcir et devenir impitoyable en affaires. Élise n'avait pas fui pour de l'argent. Elle l'avait sauvé. Elle avait pris sur elle le rôle du bourreau. Elle s'était volontairement recouverte de boue à ses yeux pour qu'il puisse survivre. Elle s'était sacrifiée. « Tu as pris le blâme ? Pour moi ?» La voix de Julien n'était plus qu'un murmure brisé. Ses jambes vacillèrent. La réalité physique du monde semblait se dissoudre. « Je pensais que tu me connaissais assez pour voir à travers les mensonges, Julien. » répondit Élise, une seule larme solitaire, brillante comme un diamant, glissant sur sa joue parfaite. Elle ne l'essuya pas. « J'espérais secrètement que tu viendrais me chercher, que tu comprendrais que je ne pourrais jamais te faire ça. Mais tu as choisi la colère. Tu as choisi de croire ton père. Tu as choisi l'orgueil. Et aujourd'hui, tu m'as invité ici pour te délecter de ma prétendue défaite. » Elle recula d'un pas, recréant la distance entre eux. « Ton père n'a pas gagné parce qu'il a de l'argent, Julien. Il a gagné parce que tu l'as laissé faire. Tu as épousé la femme qu'il a choisie pour toi.
tu es devenu le cynique qu'il voulait que tu sois. Tu as cru la pire version de l'histoire, parce qu'il était plus facile de me haïr que de te battre pour la vérité. » C'en était trop. Le poids de la révélation s'abattit sur Julien comme une enclume. La haine qu'il avait entretenue, ce poison qu'il avait bu quotidiennement pour oublier son amour pour elle, se transforma instantanément en un dégoût absolu de lui-même. Il avait insulté, haï et méprisé la seule personne au monde qu'il avait aimée de manière inconditionnelle. Et pendant qu'il paradait dans des jets privés et des conseils d'administration, croyant avoir triomphé d'une traîtresse, elle s'était reconstruite seule, dans l'ombre, portant le poids de sa culpabilité fabriquée. Julien laissa échapper un son qui n'avait rien d'humain. C'était un gémissement de douleur pure, arraché du plus profond de ses entrailles. Il porta les mains à son visage, reculant d'un pas trébuchant. Ses épaules larges furent secouées d'un tremblement convulsif. Il venait de réaliser qu'il venait d'épouser une inconnue pour satisfaire un père monstrueux, tout en humiliant l'amour de sa vie le jour même de ses noces. Il s'appuya lourdement contre le vieux mur de pierre de la roseraie, glissant lentement jusqu'à ce que ses genoux touchent le sol. Le milliardaire arrogant, le jeune prodige redouté du monde des affaires, n'était plus qu'un homme brisé, à genoux dans les graviers, pleurant à chaudes larmes devant la femme en émeraude. « Pardon » réussit-il à articuler entre deux sanglots suffocants, les mains couvrant ses yeux. « Élise, mon Dieu, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je suis tellement désolé. » Élise le regarda s'effondrer. Elle ressentit une tristesse infinie, mais pas la moindre envie de se précipiter pour le relever. Le mal était fait. Les 5 années de silence avaient laissé des cicatrices profondes. La vérité, aussi salvatrice soit-elle, ne guérit pas les blessures par magie. Elle se contente d'arrêter l'hémorragie. Avez-vous parfois souhaité remonter le temps, avec l'espoir insensé d'effacer une seule erreur qui a modifié toute la trajectoire de votre existence? Julien, à genoux dans la poussière, aurait donné tous les milliards de sa famille pour revenir 5 ans en arrière, pour déchirer ce papier mensonger et la prendre dans ses bras. Mais la vie, dans son intransigeante réalité, n'offre pas de retour en arrière. Elle n'offre que le présent, avec ses conséquences implacables. Élise resserra sa prise sur sa petite pochette en soie. Elle regarda l'homme qu'elle avait aimé pleurer au milieu des roses. Elle sentit que sa propre boucle émotionnelle venait de se refermer. Elle n'était plus la victime. Le fantôme de la culpabilité venait de changer de camp. La vérité devait être dite, Julien, dit-elle d'une voix douce, presque compatissante, bien qu'implacable. Non pas pour te détruire, mais pour me libérer. Moi, je ne porterai plus tes fantômes, ni ceux de ton père. Elle se détourna lentement. Le soleil venait de disparaître, plongeant la roseraie dans une pénombre bleutée. « Élise !» cria-t-il, la voix déchirée, tentant de se relever à moitié. « Ne pars pas. Je t'en prie. Tout est faux dans ma vie. Tu es la seule chose vraie que j'ai jamais eue. » Elle s'arrêta, tournant légèrement le visage vers lui, son profil se découpant comme une sculpture antique dans l'obscurité naissante. « Retourne à ton mariage, Julien, » murmura-t-elle. « Tes invités t'attendent. » Sur ces mots, elle s'éloigna, le bruissement de sa robe émeraude résonnant comme une marche funèbre sur les graviers. Elle laissa derrière elle un homme anéanti, dont le monde factice venait de voler en éclats, seul face aux ruines de son propre aveuglement. La grande révélation n'était pas un acte de vengeance, c'était un acte de justice émotionnelle pure, absolue et inévitable. La Rolls-Royce noire glissa silencieusement hors des grilles majestueuses du domaine de la Vallière, laissant derrière elle les pelouses impeccables et le théâtre des illusions. À l'intérieur de l'habitacle feutré, Élise ferma les yeux. Elle s'enfonça dans le cuir moelleux, laissant échapper un long soupir. Ce n'était pas un soupir de triomphe mesquin,
ni de joie vengeresse. C'était l'expiration d'un souffle qu'elle retenait depuis 5 ans. Avez-vous déjà ressenti cette sensation physique, ce moment précis où un fardeau que vous portiez depuis si longtemps qu'il était devenu une partie de votre colonne vertébrale disparaît soudainement? On se sent d'abord étrangement léger, presque déséquilibré, avant qu'une paix profonde, réparatrice, n'inonde chaque cellule de notre corps. Élise regarda par la fenêtre les arbres défiler dans la pénombre grandissante. Elle ne pleurait plus. La plaie était enfin nettoyée. Elle était libre. Mais derrière elle, dans la roseraie assombrie, l'incendie ne faisait que commencer. Julien resta à genoux sur les graviers pendant de longues minutes après le départ d'Élise. Le parfum de la soie émeraude et de son sillage flottait encore cruellement dans l'air, fantôme d'une vérité qui venait de le percuter à la vitesse de la lumière. Il baissa les yeux sur ses mains qui avaient signé des contrats à plusieurs millions, ses mains qui avaient repoussé la seule femme qu'il aimait vraiment. Elle tremblait pitoyablement. Il releva la tête vers le ciel crépusculaire. Le mensonge dans lequel il avait vécu n'était pas seulement une erreur de jugement, c'était une prison dorée, construite par son propre père, avec sa complicité aveugle. Il avait troqué son âme, son intégrité et son amour contre la sécurité d'un empire financier qui lui donnait aujourd'hui la nausée. Il se leva lentement, ses genoux écorchés par les pierres, son pantalon de smoking ruiné. Il essuya son visage humide de larmes du revers de sa manche. Une transformation terrifiante s'opérait en lui. Le cynisme glacial qui l'avait habité pendant 5 ans se fissurait pour laisser place à une clarté absolue, tranchante comme un diamant. Il savait ce qu'il lui restait à faire. Ce n'était plus une question de choix, c'était une question de survie spirituelle. Il quitta la roseraie à pas lents, lourds, marchant vers la lumière des chapiteaux où la réception battait son plein. La musique jazzy de l'orchestre résonnait, ponctuée par les rires de l'élite parisienne. Les coupes de champagne s'entrechoquaient. L'hypocrisie brillait de 1000 feux. Lorsqu'il apparut à la lisière de la grande pelouse, son apparence provoqua un silence immédiat chez ceux qui se trouvaient à proximité. Son nœud papillon avait disparu, le col de sa chemise était ouvert, son smoking froissé et taché de poussière. Mais ce n'était pas son allure qui glaçait le sang. C'était son regard. C'était le regard d'un homme qui revenait d'entre les morts et qui n'avait plus rien à perdre. La rumeur de son approche se propagea comme une traînée de poudre. La musique faiblit, puis s'arrêta dans un grincement de contrebasse. Camille, qui discutait avec un groupe d'amis en riant aux éclats, se figea en le voyant. « Julien » balbutia-t-elle, son sourire s'effaçant devant l'expression dévastée de son époux de quelques heures. « Mon Dieu, que t'est-il arrivé » Julien ne la regarda même pas. Son regard balaya la foule pétrifiée et se verrouilla sur une seule silhouette. Son père. Charles de La Vallière se tenait près du buffet principal, une coupe de cristal à la main, le visage blême, sentant instinctivement que le contrôle absolu qu'il exerçait sur son monde était en train de lui échapper définitivement. Julien avança. La foule s'écarta sur son passage, comme la mer Rouge, n'osant pas prononcer un mot. Le silence était devenu absolu, seulement troublé par le crissement de ses chaussures sur l'herbe et les graviers. Il s'arrêta à 2 mètres de son père. « Julien, mon garçon » tenta Charles, avec un sourire artificiel qui n'atteignit pas ses yeux froids. « Va te changer, voyons. Tu donnes en spectacle. »« C'est fini, » dit Julien. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une puissance vibratoire qui résonna dans le cœur de chaque invité présent. C'était la voix de la vérité nue. Charles crispa sa mâchoire. « Ne sois pas ridicule. De quoi parles-tu? Va retrouver ta femme. »« Je parle de l'accord, père. De l'accord que tu as forcé Élise à signer il y a 5 ans. » Julien ne baissa pas les yeux. Chaque mot était une pierre jetée contre l'édifice de la réputation de sa famille. « Je parle du chantage.
Je parle du fait que tu as menacé de me laisser aller en prison si elle ne prenait pas le blâme pour une faute qu'elle n'avait jamais commise. Je parle du fait que tu as détruit la vie d'une femme innocente pour modeler ton héritier à ton image pitoyable. » Un halètement collectif parcourut l'assemblée. Les chuchotements explosèrent, mais Julien ne s'en souciait pas. La mère de Julien porta une main à sa bouche, étouffant un cri. Charles devint d'une pâleur cadavérique, ses yeux lançant des éclairs de fureur pure. « Tu es fou !» siffla Charles, tentant de sauver la face devant ses associés et la presse mondaine. « Cette femme t'a menti. Elle cherche à te manipuler. Tais-toi immédiatement. » Non, plus jamais. Julien glissa sa main droite vers sa main gauche. Avec une lenteur délibérée, il saisit l'alliance en or massif qui brillait à son annulaire. Le métal était froid, étranger à sa peau. Il la retira. Il se tourna vers Camille, qui le regardait, les yeux écarquillés par le choc et l'humiliation. « Je suis désolé, Camille, » murmura-t-il, avec une sincérité amère. « Tu ne mérites pas d'être la pièce maîtresse d'un jeu de dupes. Ce mariage est une transaction que je refuse d'honorer. Je ne peux pas t'offrir un mensonge, et je n'ai plus d'âme à vendre. » Il posa l'alliance sur la nappe blanche de la table principale. Le petit tintement métallique résonna comme un coup de tonnerre. Puis, sans un regard en arrière, sans attendre les cris de fureur de son père ou les larmes de sa fausse épouse, Julien tourna les talons et traversa la pelouse. Il laissait derrière lui ses titres, ses parts de l'entreprise, son héritage empoisonné et l'illusion de sa propre importance. Il s'avançait vers l'inconnu, dépouillé de tout, mais pour la première fois depuis 5 ans, il respirait librement. Avez-vous remarqué que la véritable rédemption n'est jamais bruyante? Elle ne se fait pas sous les applaudissements, ni par des gestes grandiloquents destinés à impressionner la galerie. La vraie rédemption est un travail solitaire, silencieux et douloureux. C'est ramasser les morceaux de son propre cœur brisé et avoir l'humilité de reconnaître qu'on a été l'artisan de sa propre destruction. Dans les mois qui suivirent cette journée cataclysmique, le monde de Julien changea radicalement. La presse à scandale fit ses choux gras de la rupture spectaculaire du mariage de la Vallière. Charles, furieux d'avoir été publiquement défié, mit ses menaces à exécution. Il coupa tous les vivres à son fils, l'évinça du conseil d'administration et gela ses comptes liés à l'empire familial. Julien ne lutta pas. Il rendit les clés de son luxueux penthouse parisien, laissa les clés de ses voitures de sport sur le comptoir et partit avec une simple valise. La même valise, ironiquement, qu'Élise avait emportée 5 ans plus tôt. Il ne chercha pas à revoir Élise immédiatement. Ce serait la pire des insultes, une énième preuve de son égoïsme. Il savait qu'il n'était pas digne de s'approcher d'elle. Il devait d'abord redevenir l'homme qu'elle avait aimé, et cela prenait du temps. Il loua un petit appartement sous les toits, dans un quartier populaire de la capitale. Il trouva un poste de consultant modeste dans une petite agence d'innovation, loin des requins de la haute finance. Il réapprit la valeur des choses simples, le prix d'un café chaud le matin, le silence d'une soirée sans faux-semblant, la fatigue saine d'une journée de travail honnête. Et au fil de ces longs mois d'hiver solitaires, il commença à écrire. Pas des emails tapés à la hâte, des lettres manuscrites. Il acheta du papier épais et un stylo-plume, et chaque soir, à la lueur d'une lampe de bureau, il posait son âme sur le papier. Il les envoyait à l'adresse de l'atelier d'Élise. Il ne lui demandait rien. Il ne plaidait pas pour une seconde chance. Il lui racontait simplement ses journées. Il lui parlait de la lumière qui filtrait à travers la lucarne de sa chambre de bonne, des erreurs qu'il comprenait enfin, de la lente déconstruction de son orgueil. « Je ne cherche pas ton pardon, Élise », écrivait-il dans l'une d'elles. « Je veux simplement que tu saches que le sacrifice que tu as fait dans ce bureau sombre n'a pas été vain. Il a mis du temps à germer, mais la graine de vérité que tu as plantée ce jour-là
a fini par briser la pierre. Je me réveille chaque matin en essayant d'être un homme qui aurait mérité ton amour. C'est mon seul projet d'avenir. » De son côté, dans le sanctuaire baigné de lumière de son atelier, Élise recevait ses lettres. Au début, elle hésitait à les ouvrir, craignant une nouvelle manipulation. Mais au fil des semaines, la régularité et l'humilité de ses mots commencèrent à fissurer la muraille qu'elle avait érigée. Elle reconnaissait dans l'écriture penchée, dans les mots choisis, non pas le milliardaire arrogant du domaine, mais le jeune idéaliste avec qui elle partageait des plats de pâtes à la lueur des bougies. Elle ne répondit pas. Elle laissa le silence opérer. Elle lisait, elle rangeait précieusement les lettres dans une boîte en bois sculpté, et elle continuait de peindre. Elle peignait la résilience. Elle peignait le temps qui passe. Elle peignait le pardon qui, lentement, prenait la forme d'une aube nouvelle dans son propre cœur. Le temps est le seul véritable alchimiste. Il transforme nos douleurs les plus aiguës en sagesse douce, pourvu qu'on lui laisse l'espace d'agir. 2 années s'écoulèrent, 2 années de silence absolu entre eux, ponctuées seulement par l'arrivée régulière des lettres de Julien. C'était un soir d'automne, pluvieux et froid, mais à l'intérieur de la galerie d'art contemporain du Marais, la chaleur humaine et l'effervescence étaient à leur comble. C'était le soir du vernissage de la nouvelle exposition d'Éliane. Le tout Paris culturel s'y pressait, désireux d'admirer les œuvres de la mystérieuse artiste. Élise se tenait au fond de la salle, vêtue d'un tailleur pantalon fluide d'un bleu nuit élégant. Elle souriait aux critiques, acceptait les compliments avec une grâce discrète, mais ses yeux cherchaient inlassablement dans la foule, balayant les visages anonymes. Puis, au détour d'une conversation, son cœur manqua un battement. Il était là. Il se tenait à l'écart, près d'une grande toile intitulée « L'émeraude et la cendre ». Il portait un simple manteau de laine sombre par-dessus une chemise en coton, le col légèrement usé. Il n'y avait plus l'ombre de l'arrogance d'autrefois dans sa posture. Ses épaules semblaient plus détendues. Son visage, marqué par quelques nouvelles ridules d'expression au coin des yeux, respirait une sérénité mélancolique. Il contemplait la toile, absorbé, les mains dans les poches. Élise s'excusa auprès de ses interlocuteurs et s'avança lentement vers lui. Le brouhaha de la galerie semblait s'estomper à chaque pas, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le son de sa propre respiration. Elle vint se placer à côté de lui, silencieuse, fixant elle aussi la toile où s'entremêlaient des nuances de vert profond et des touches de gris charbon. Les critiques disent que c'est une œuvre sur la Renaissance après l'incendie, murmura Julien, sa voix grave caressant l'air entre eux, sans qu'il ne détourne les yeux du tableau. « Et toi, qu'en penses-tu » répondit Élise, le cœur battant à la chamade, luttant pour garder un ton neutre. Julien tourna enfin la tête. Ses yeux sombres plongèrent dans les siens. Il n'y avait plus d'artifice, plus de murs, plus de faux-semblants. Il y avait juste 2 âmes qui se retrouvaient après une guerre tragique dont personne n'était sorti vainqueur. Je pense que c'est une œuvre sur le temps qu'il faut pour comprendre la valeur de ce qu'on a failli détruire, dit-il doucement. Un petit sourire triste, plein d'une tendre humilité, apparut sur ses lèvres. Tu as toujours été magnifique, Élise, mais l'âme que tu mets dans ces toiles, c'est au-delà de tout. Élise le regarda longuement. Elle vit les lettres manuscrites dans son regard. Elle vit les nuits blanches, l'exil volontaire, le dépouillement de son ego. Elle vit un homme qui avait marché dans les cendres de sa propre vie pour retrouver son intégrité. La colère qui l'avait habité si longtemps s'était évaporée, remplacée par une compassion profonde et par quelque chose de plus ancien, de plus résistant, qui n'avait jamais vraiment disparu. Elle glissa lentement sa main hors de sa poche et la posa sur le rebord du banc en bois qui faisait face à la toile. Julien regarda cette main,
ses doigts fins légèrement tachés de peinture près de l'ongle du pouce. Avec une hésitation presque religieuse, il avança sa propre main. Il ne la saisit pas brusquement. Il effleura doucement le dos de sa main avec ses phalanges. Élise ne se recula pas. Elle tourna sa paume et laissa les doigts de Julien s'entrelacer aux siens. Le contact fut électrique, bouleversant. C'était la rencontre de deux survivants. Il n'y eut pas de grandes embrassades dramatiques au milieu de la galerie, pas de larmes larmoyantes. Juste cette main fermement tenue, cet ancrage dans le présent, cette promesse silencieuse qu'une page venait définitivement de se tourner. « Tu as mis du temps à trouver la sortie du labyrinthe », chuchota Élise, un sourire tendre adoucissant ses traits. Julien serra doucement sa main, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Le chemin était très sombre sans toi, mais je n'arrêterai plus jamais de marcher vers la lumière. » Et là, devant cette toile qui racontait leur propre histoire, dans la chaleur de leurs mains unies, l'amour ne renaquit pas de ses cendres comme un miracle soudain. Il commença, humblement, à se reconstruire, brique par brique, fondé cette fois sur le ciment indestructible de la vérité. Mes chers amis, nous passons parfois notre vie à courir après des chimères, croyant que le bonheur réside dans la validation sociale, dans les murs que l'on construit pour se protéger, ou dans l'arrogance d'un pouvoir éphémère. Mais la véritable force, celle qui traverse le temps, ne se trouve jamais dans la vengeance ou l'orgueil. Elle se trouve dans la capacité inouïe de l'être humain à reconnaître ses erreurs, à se dépouiller de ses illusions et à demander pardon avec une humilité absolue. L'histoire d'Élise et Julien nous rappelle que les blessures les plus profondes peuvent devenir les racines de notre plus grande renaissance. Les secondas chances ne nous sont jamais dues. Elles se gagnent. Elles se méritent par le travail silencieux de l'âme. Si vous portez aujourd'hui un fardeau qui ne vous appartient pas, ou si vous avez laissé l'orgueil étouffer votre vérité, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour déposer les armes. La vérité trouve toujours son chemin vers la lumière. Si cette histoire de résilience, de pardon et de justice émotionnelle a résonné en vous, prenez un instant pour aimer cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà eu le courage de tout quitter pour retrouver votre vérité intérieure? Je lis chacun de vos messages avec une profonde attention. Enfin, abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions, ensemble, continuer à explorer les mystères du cœur humain. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.